Honorables assesseurs, Mesdames et Messieurs, à la suite donc de mon éminent collègue, le parquet va continuer à dérouler ses réquisitions orales dans cette rocambolesque affaire qu'on a baptisée l'affaire du 28 septembre. Monsieur le Président, le parquet étant caractérisé par l'indivisibilité, je ne reviendrai pas sur les différents remerciements formulés par mon collègue. Je vais simplement étendre ces remerciements à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Conakry, ainsi qu'à Monsieur le Procureur général près la dite Cour, qui ont accepté de nous recevoir dans ce palais majestueux afin que ce procès-là puisse se tenir. Aussi, Monsieur le Président, nous remercions nos familles respectives qui, depuis environ 2 ans, ont accepté cette séparation pour que nous soyons là de façon constante afin de prendre une part active au déroulement de ce procès. Monsieur le Président, mon prédécesseur a fait une partie introductive et à cela il a ajouté, il a procédé à un rappel constant des faits. Nous allons nous appesantir sur la production et la discussion des moyens de preuve. Et également, Monsieur le Président, honorables assesseurs, nous allons vous parler de la sempiternelle question de requalification. Cette question se pose encore parce que nous pensons, Monsieur le Président, que les faits qui sont poursuivis devant votre tribunal méritent d'être requalifiés, méritent d'avoir une appellation adéquate. Après cette partie, Monsieur le Président, nous allons parler de l'imputabilité. Nous allons camper la personnalité de chaque accusé et nous vous dirons qui a fait quoi pour mériter d'être dans le box des accusés. Ensuite, Monsieur le Président, l'éminent procureur viendra pour vous rappeler quelques jurisprudences internationales en matière de crimes contre l'humanité et également de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Et à la fin, il va présenter nos réquisitions finales. Monsieur le Président, en droit pénal, le principe, c'est la liberté des preuves. Les moyens de preuve peuvent être administrés par tous les moyens et c'est sous la base de cette administration que le tribunal pourra fonder sa décision en se référant bien sûr à son intime conviction. Dans le Code de procédure pénale guinéen, ce sont les articles 416 à 439 qui parlent de preuves. Et nous, Monsieur le Président, au niveau du ministère public, nous allons vous parler des différents éléments de preuve qui ont été recueillis aussi bien au niveau de l'enquête, au niveau de l'instruction préparatoire, mais aussi au niveau de l'instruction définitive. Parce que pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que ce procès puisse se tenir aujourd'hui, il a fallu que des hommes et des femmes travaillent à la base pour nous produire un dossier qui a fait l'objet d'un renvoi devant votre auguste tribunal. Monsieur le Président, honorables assesseurs,
par rapport à ces éléments de preuve, le parquet va vous parler fondamentalement de 6 éléments de preuve. Parce qu'il a été toujours chanté ici et dans cette salle et partout d'ailleurs que cette affaire, il n'y a aucune preuve. Nous allons nous divertir tout à l'heure, Monsieur le Président, à procéder à l'administration des éléments de preuve qui, naturellement, vont fonder votre décision parce que la preuve constitue l'âme de la décision du juge. Le premier élément de preuve, Monsieur le Président, ce sont les différents chiffres. Des chiffres ont été fournis aussi bien, comme je l'ai dit, au niveau de l'enquête, mais aussi au niveau de l'instruction préparatoire et même dans cette salle, à travers le passage de certaines parties civiles, de certaines victimes et de certains témoins, d'autres chiffres ont été révélés comme pour dire effectivement cette affaire du 28 septembre, c'est une réalité, il y a eu beaucoup de morts, ça a été véritablement de l'hécatombe. Monsieur le Président, le premier chiffre qui a été fourni, c'est bien celui de la commission d'enquête internationale. Vous avez un rapport au dossier qui atteste qu'effectivement, que le 28 septembre 2009, il y a eu des morts au stade. Il y a eu des blessés au stade. Il y a eu des femmes qui ont été violées au stade. Et lorsque vous lisez ce rapport-là, Monsieur le Président, on vous dit qu'il y a eu 156 personnes tuées ou disparues. Soit 67 personnes tuées et dont les corps ont été remis aux familles, 40 autres ont été vues mortes au stade ou dans les morgues, mais dont les corps ont disparu, 49 autres vues au stade dont le sort est inconnu. Au moins 109 femmes ont été victimes de viols et d'autres violences sexuelles, y compris de mutilations sexuelles et d'esclavage sexuel. C'est ce que révèle le rapport de la commission d'enquête internationale. Et les conditions de mise en place de cette commission, Monsieur le Président, ont été expliquées ici par M. François Lonsen Fall. C'est bien l'ex-secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a mis en place cette commission-là, composée de 3 membres, qui est venu en Guinée, qui a travaillé et qui a clos son travail au Sénégal. Après cette commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il y a une commission d'enquête nationale qu'on a appelée indépendante, qui a été mise en place. Nous avons des réserves par rapport à cette commission-là. Tout à l'heure, au niveau de l'imputabilité, nous allons en parler. Mais cette commission également a fourni des chiffres. Et dans le rapport, il est dit qu'il y a eu 58 cas de mort le 28 septembre 2009, 5 autres cas de mort les jours suivants, soit un total de 63 cas de mort, 1480 cas de blessés et 33 cas de viol et d'agression sexuelle. Ce qui atteste également qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés au stade du 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, notre parquet avait écrit au CHU de Donka, qui également a fait un rapport. Ce rapport-là est arrivé à notre parquet. Nous l'avons versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce rapport, on vous dira qu'il y a eu 89 personnes victimes de lésions par arme à feu. Également, les personnes victimes de lésions par arme blanche, 14. Personnes victimes de contusion, 389. Personnes victimes sexuelles, 4. Personnes victimes de brûlures, 3. Autres blessures, 319. Soit un total de 815 victimes. C'est ce que Donka nous a fourni et ça a été confirmé par Dr Fatou Sike, qui était passé ici, et elle a donné lecture justement du contenu de ce rapport qui nous est parvenu. Aussi, Monsieur le Président, la médecine légale, professeur Hassan Ba, lui également, il a produit un rapport dans lequel il est clairement indiqué
que 58 corps, dont 24 au CHU d'Ignasdine et 34 au CHU de Donka. Ce nombre donc également a été révélé par la médecine légale. Aussi, Monsieur le Président, il y a M. Amadou Diallo, le journaliste qu'on avait reçu ici comme témoin. Il a dit que selon ses propres investigations, ces jours, il a pu compter 87 corps. Aussi, Monsieur le Président, Général Oumar Sano, il est venu, il a été reçu ici comme témoin. Il a dit qu'effectivement, il y a eu 157 corps qui avaient été transportés dans 4 camions. Ces camions-là ont stationné dans l'enceinte du camp avant d'être acheminés vers Ignasdine, même si le professeur Hassan a dit que ces corps ne sont jamais arrivés à Ignasdine. Aussi, Monsieur le Président, Général Valentin Haba est passé ici, il dit qu'il était au stade. Il a participé au ramassage de 54 corps. Et sous l'instruction du général Toto, ces 54 corps ont été transportés au camp Samori. Il était là. Et le colonel Diaby était arrivé. Ces 54 corps-là ont été effectivement mis à la disposition du colonel Diaby. Il avait nié dans un premier temps, mais le jour de la confrontation ici, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il était présent au moment où, justement, ces 54 corps-là étaient dans l'enceinte du camp Armand Samori Touré, il a dit effectivement qu'il était présent. Ça nous a suffi pour que nous comprenions qu'il a reçu ces 54 corps-là et c'est lui qui sait quelle est la destination. Monsieur le Président, ces chiffres que nous venons d'indiquer prouvent à suffisance qu'on a eu un 28 septembre. Et ces jours-là, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des personnes qui ont été violées. Également, on ne s'est pas limité à ces chiffres, puisqu'il faut, coûte que coûte, asseoir votre conviction, pour ne pas dire conforter votre conviction, qui, à notre avis, est déjà faite, Monsieur le Président. On s'est intéressé aux différents certificats et rapports médico-légaux qui sont versés au dossier de la procédure. Ces différents certificats médicaux attestent qu'effectivement, des personnes ont été atteintes. Il y a eu ce qu'on appelle de l'atteinte grave à l'intégrité physique. Et on a pu recenser 22 certificats médicaux, Monsieur le Président, des certificats qui ont été établis par des médecins aguerris, des structures hospitalières de Donka, Ignasdine, mère et enfants, la clinique Pasteur, le centre médico-chirurgical des armées BQG. Monsieur le Président, lorsque vous parcourez ces certificats médicaux légaux, vous vous rendrez compte qu'effectivement, qu'il y a des victimes qui ont été atteintes et qui ont enregistré des plaies pénétrantes de l'hémothorax post-gauche par balle, douleurs pelviennes et vaginales suite à un viol, fracture fermée des 2 os, des 2 avant-bras, poignets gauche et droit, des contusions lombaires confirmées à la radiographie à la suite de violences subies, fracture fermée de la cheville gauche, plaie pénétrante par une arme blanche hémothorax gauche, plaie superficielle et profonde des membres supérieurs et inférieurs, plaie pénétrante par arme blanche hémothorax droit. La radiographie du poignet gauche met en évidence une fracture fermée des 2 os et l'avant-bras plus une entorse de la hanche, plaie pénétrante transfixiante de la cuisse gauche par balle, plaie transfixiante par balle au niveau de l'hémothorax gauche, traumatisme, ainsi de suite, Monsieur le Président, comme pour vous dire effectivement que ces victimes-là qui ont été atteintes au stade ont été reçues au niveau des structures hospitalières et naturellement, ces certificats médicaux légaux ont été dressés pour attester qu'effectivement que ces personnes-là ont subi les atrocités. Monsieur le Président, honorables assesseurs, on ne s'est pas limité à ça parce qu'il s'agit de prouver
et la charge de la preuve incombe à la personne qui poursuit, à quelques exceptions près. Et puisque c'est nous qui poursuivons, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on continue justement à engager des éléments qui vont contribuer justement à ça, à votre conviction. Vous avez permis du visionnage public ici. On a écouté des audios, Monsieur le Président. Ça nous a permis de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. D'abord, bien avant le 28 septembre, le 28 septembre, et après le 28 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Le visionnage qu'on a eu à faire ici, Monsieur le Président, et également les différents audios qu'on a eu à écouter, ça nous a permis justement de comprendre que la date du 28 septembre 2009 pour la tenue du meeting a été proposée par M. Baouri. Tout le monde a vu ça ici. Aussi, le 28 septembre 2009, une forte marée humaine était mobilisée au stade du même nom. On a vu ça ici. Et l'accusé Dadis fait une intervention où il dit clairement que l'armée était non structurée. Aussi, le même accusé Dadis a déclaré que ce sont 57 morts qui lui avaient été signalés, soit 53 par bousculade et 4 par balle perdue. Nous voyons ça dans les vidéos, Monsieur le Président, ce qui veut dire effectivement il y a eu un 28 septembre 2009. Aussi, nous voyons après les massacres, l'accusé Dadis a accordé une interview, ça a été déjà dit ici, à une chaîne de télévision, au cours de laquelle l'interview, nous ne remarquons aucun regret dans son comportement. Et juste après l'interview, Monsieur le Président, il rejette l'entière responsabilité des massacres sur les leaders politiques. Et nous remarquons qu'il s'est fait nuitamment un bain de foule. Et également, il manifeste toujours son intention de se présenter à toute élection présidentielle. Nous avons également vu au cours de ce processus qu'il y a eu effectivement échange de propos entre l'accusé Thiegro et les leaders politiques qui consistait à empêcher ces derniers à tenir leur meeting. Il a proféré des injures grossières à l'égard des manifestants. Aussi, le même accusé Thiegro avait, parmi sa garde rapprochée, 2 bérets rouges. Nous avons vu ça, Monsieur le Président. Et nous remarquons également que les hommes en body noir sont très violents et ils étaient en train d'infliger des exactions aux manifestants. Nous remarquons également que les leaders politiques avaient été blessés, la plupart au niveau de la tête. Également, juste après l'arrivée de feu Jean-Marie Doré au stade, les premiers coups de feu ont retenti. La débandade de la population après le début des tirs, nous voyons ça, Monsieur le Président. Aucun manifestant n'était porteur d'armes. Les cas de viol sont une réalité, car nous voyons dans les vidéos plusieurs femmes nues, meurtries, déboussolées et complètement effondrées. Les cas de disparus sont une réalité, car certains parents déclarent n'avoir pas retrouvé les leurs lorsque les corps ont été exposés dans la cour de la grande mosquée Faisal. Ça, c'est très visible aussi. Le largage des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la mosquée Faisal. Ils ont largué du gaz lacrymogène. Nous voyons ça dans les vidéos. Et là où on a osé larguer du gaz lacrymogène dans une maison de culte, ce n'est pas au stade qu'on va hésiter. Également, Monsieur le Président, nous voyons l'accusé Toumba, dans une interview accordée à la RFI, que l'ordre d'aller au stade provenait de son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire son co-accusé Dadis. Et il précise dans cette interview que dans l'armée, ils sont sous ordre. Le chef d'état-major général des armées affirme que c'est seulement la police et la gendarmerie qui devraient maintenir l'ordre public. Aucun militaire ne devrait sortir.
Le stade a été repeint juste après les massacres. C'était pour faire disparaître les traces. Certains blessés sont tenus et transportés par les manifestants. La Croix-Rouge est également visible sur le terrain en train d'embarquer dans ces véhicules les blessés. Certains assaillants avaient des bandeaux rouges autour de leur tête. Nous voyons ça également. Ça a été dit ici par les victimes et certains témoins. Aussi, dans ces vidéos, Monsieur le Président, le leader Elhadj Cellou Dalein déclare avoir été frappé et lorsqu'il s'était fait mort, les assaillants l'y ont abandonné. Nous voyons également M. Jean-Marie Doré faire remarquer dans une interview qu'il a vu un militaire en train de violer une femme. Et après sa sale besogne, il a fait entrer le canon de son fusil dans la partie génitale de sa victime. Il ajoute avoir été frappé et qu'il voyait des femmes ensanglantées ainsi que 4 morts. C'est ce que M. Jean-Marie Doré dit. Et dans cette vidéo, M. le Président, honorables assesseurs, des femmes victimes de viol apparaissent clairement en train de faire le récit des scènes macabres et inadmissibles dont elles ont fait l'objet. On a tous visionné ça ici, et nous, représentants du ministère public, et les différents conseils, et même les accusés ont vu ça avec nous. Ce qui veut dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'il n'y a aucun doute, les atrocités dont nous parlons, les horreurs dont nous parlons ont été effectivement perpétrées ces jours-là, au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi. Le 4e élément de preuve, Monsieur le Président, c'est l'utilisation des armes à feu. L'utilisation des armes à feu, des armes tranchantes, ainsi que des armes contondantes. Vous avez suivi tout à l'heure, avec la lecture des différents certificats médicaux légaux, qu'effectivement, les personnes qui s'étaient rendues au stade, beaucoup avaient reçu des coups à travers les armes que les assaillants possédaient. Et lorsque vous lisez le rapport de la commission d'enquête internationale, Monsieur le Président, il est indiqué clairement, au niveau de la page 27, point 120, ce qui suit. Les militaires ont commencé à donner aux manifestants des coups de couteau, de baïonnettes, de canons ou de crosses de fusil, une fois leurs munitions épuisées. Les coups visaient des parties sensibles et vitales comme la tête, les yeux, mais également le bas-ventre et les organes sexuels, ainsi que les membres inférieurs et supérieurs. Des gendarmes de Tchébro, ainsi que des individus en civil, portant des t-shirts ou des maillots de sport, ou encore avec des bandeaux rouges autour du front et fétis sur le corps, qui étaient armés de couteaux, machettes, gourdins, bouts de bois ou planches avec des clous saillants, ont frappé et blessé les manifestants qui réussissaient à échapper aux tirs. Les policiers, généralement armés de matraques et autres bouts de bois, mais aussi des couteaux, pour quelques-uns, ont eux aussi infligé des coups et blessures aux manifestants, y compris à ceux qui avaient déjà été blessés par arme à feu ou par arme blanche. Aussi, lorsque vous lisez, Monsieur le Président, le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante, il est indiqué que l'usage des armes à feu ainsi que des agents chimiques, contondants, tranchants et thermiques ont été utilisés au niveau justement du stade. Aussi, le rapport médico-légal dressé le 30 septembre 2009 atteste que le type d'armes utilisées, notamment pour donner la mort aux différentes victimes, était le fusil mitrailleur, appelé communément Kalachnikov. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous comprendrez qu'effectivement, que des armes ont été utilisées et la confirmation est donnée par quelques victimes, en l'occurrence M. Amadou Riba, M. François Losenifal, M. Alpha Amadou Baldé, M. Ben Youssouf Keita, M. Mamadi Kondé, Elhadj Nuhu Bari, Alpha Bakar Diallo, Aldjouma Diallo, Abdul Hamid Diallo, Mamadou Wouri Baldé, Mamadou Yaya Diallo, toutes ces personnes, Monsieur le Président,
attestent effectivement que des armes ont été utilisées au stade du 28 septembre. Le cinquième élément de preuve, Monsieur le Président, c'est le déploiement au stade des recrues de Kalia de celle du colonel Claude Pivy et les occultistes du colonel Gono Sangaré. Monsieur le Président, il a été dit ici pour que ces massacres puissent être opérés, les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas procéder. Donc il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétration de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kalia. C'est une réalité parce que nous avons écrit à la direction de Kalia pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kalia. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kalia. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant Bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kalia. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, Monsieur le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alfaya Diallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, Monsieur le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Boubacar Sidiki Diakité. Voici ce qu'il dit à leur sujet. À la veille de notre départ pour l'Abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, Feu Joseph Makambo Loa me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Toumba a dit à propos des recrues de Kalia qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Aussi, Monsieur le Président, M. Marcel Guilabogui a dit à leur sujet, les recrues de Kalia étaient effectivement venus au camp Alpha Yaya Diallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Makambo. Aussi, C.C. Raphaël, parlant toujours de ces recrues, il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'Abbé étaient toutes venues de Kalia. Également, Monsieur le Président, l'accusé Alpha Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement il avait vu ces recrues de Kalia qui étaient encadrés par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, Monsieur le Président, on ne va pas revenir sur leur déclaration, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui étaient habillés bien sûr en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme H.C. qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé. M. Mamadou Baldé en a parlé.
M. Kernoma Djousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique, en a parlé. M. Ephraim Kamanda Souma, dit Rambo, en a parlé aussi. M. Ibrahim Diallo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Djouma Diallo, M. Abdoulaye Djibril Bari, M. Kerno Mamadou Aliou Diallo, M. Abdul Karim So, M. Mamadou Siré Diallo, M. Lamine Kamara. Toutes ces victimes, Monsieur le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia. Aussi, il y a les recrues du colonel Claude Pivi. Il nous a été dit ici par un des accusés, en l'occurrence le commandant Toumba, que 500 jeunes avaient été recrutés par le colonel Pivi. Ces 500 jeunes-là, Monsieur le Président, se trouvaient au camp Alpha Yaya, et lorsque la question lui a été posée, il a dit que c'est sur instruction du capitaine Dadis que ces personnes-là ont été acheminées dans la scène du camp, et il a trouvé comme argument qu'il fallait leur apprendre les arts martiaux, alors que réellement, ces personnes-là étaient venues pour concourir à la perpétration des exactions au niveau du stade. Et en dehors du colonel, du commandant Toumba, d'autres personnes également les ont vus parce que ces 500-là étaient habillés à l'image de leur mentor. Tout le monde sait comment Pivi s'habillait, Monsieur le Président, avec des coris, avec des tenues traditionnelles. On le voyait sous le petit écran et partout où il devrait arriver. Ces personnes-là qu'il avait recrutées ont été habillées comme lui pour se rendre au stade. Et parmi les personnes, Monsieur le Président, qui les ont vus au stade, il y a M. Mamoudou Konté, Mme Yaye Fatou Bari, Mme Fatoumata Bari, M. Oumar Diallo, Mme Salematou Bari, M. Abdoulaye Troaba. Ces personnes-là, Monsieur le Président, ont effectivement vu ces recrues du colonel Pivi au stade. Aussi, il y a eu les occultistes du colonel Gono Sangaré. L'histoire nous a été contée ici par le commandant Toumba, comment il s'était rendu chez ce dernier, et à leur arrivée, Monsieur le Président, il y avait 163 occultistes qui étaient là, qui se sont même emparés du capitaine Dadis. Ils l'ont fait disparaître au cours d'une soirée, ils l'ont gardé durant toute la nuit, c'est seulement au petit matin qu'ils l'ont relâché, Monsieur le Président. Ces occultistes-là, qui étaient armés de machettes et de flèches, qui étaient sous la férule du colonel Gono Sangaré, ces personnes-là, Monsieur le Président, ont également participé au massacre du 28 septembre. Et les personnes qui étaient au stade et qui les ont vus, il y a tout d'abord M. Amadou Diallo, journaliste qui est passé ici. Il a fait une description qui correspond justement à ces personnes-là. M. Mamadou Siré Diallo également les a vus. Mme Hassé, victime de viol, les a vus aussi. Il doit sans dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, que ces personnes-là qui ont été recrutées uniquement pour perpétrer ces massacres-là étaient effectivement au stade. Le sixième élément de preuve, ce sont les différents témoignages. Les différents témoignages, parce que le témoin, il est capital dans un procès pénal. C'est pourquoi, lorsque vous prenez nos codes, notamment le code de procédure pénale, à partir de l'article 416, vous comprendrez que plusieurs dispositions sont consacrées aux témoins. Parce que le témoin, c'est celui-là qui a vu, c'est celui-là qui a vécu, c'est celui-là qui a entendu, c'est lui le témoin. Et sur les 21 témoins, Monsieur le Président, qui ont défilé à votre barre, dont 16 envoyés par le parquet, 4 par les avocats des parties civiles et 1 par un des accusés, colonel Kalozo, nous nous sommes intéressés aux déclarations de 19. Les 19, Monsieur le Président, ont fait des déclarations qui ont intéressé l'accusation.
Vous allez permettre que je vous lise la quintessence de leur déclaration pour vous permettre justement de comprendre qu'effectivement ces personnes-là, ce qu'elles ont dit pourra naturellement vous intéresser lorsque vous allez vous retirer pour délibérer. Et parmi ces témoins, il y a tout d'abord Thibou Camara. Monsieur Thibou Camara, qui était ministre de la Communication, qui était constamment à la présidence, parce que c'était un des conseillers du capitaine Dadis, donc il était au courant de tout ce qui se passait, monsieur le Président. Il a dit ceci: dans la conservation et la conquête du pouvoir, vous savez, il est très éloquent. Il dit dans la conservation et la conquête du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour toute personne qui réfléchit, nous savons ce que ça veut dire. Dans la conservation et la conquête du pouvoir, monsieur le Président, beaucoup de choses peuvent se passer. Aussi, à travers ces déclarations, on a compris que l'accusé Moussa Dadis Camara s'était montré sceptique quant à l'organisation et la manifestation du 28 septembre 2009. On a aussi compris que c'est effectivement son téléphone qui avait été utilisé en présence de 3 à 4 personnes par l'accusé Dadis pour joindre M. Sidia Touré après minuit afin de faire reporter la manifestation. Nous comprenons aussi, il disait à l'accusé Dadis que selon les informations qui circulaient, certains manifestants étaient effectivement atteints par balle. Le président Dadis n'avait pas le contrôle de la situation, ni la maîtrise des événements, ce qui avait d'ailleurs conduit à une réforme lors de la seconde phase de la transition. C'est M. Thibou qui le dit. Autour du président, il y avait 2 courants antagonistes, les faucons et les colombes. Les premiers finissaient par remporter. Également, on a compris à travers ces déclarations que sa démission du 2 novembre 2009 s'expliquait par le fait qu'il ne se sentait plus à l'aise auprès du chef de la junte et du CNDD. Voici ce que M. Thibou a dit. Aussi, on s'est intéressé aux déclarations du général Oumar Sano, qui était chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et lui également, à travers ses déclarations, on a compris que c'est lui qui avait mis les 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge pour le transport et le dépôt de 157 corps à la morgue du CHI d'Ignasdine via Kansamori Touré. Nous comprenons aussi, à travers sa déclaration, que le nombre de corps, 57, qui avaient été présentés aux différentes familles à l'esplanade de la mosquée Faisal, était complètement en deçà du nombre réel, 157, qui avait été déposé à la morgue du CHI d'Ignasdine via Kan Almami Samori Touré et qui était en parfaite harmonie avec le contenu du rapport de la commission d'enquête internationale instituée par les Nations Unies. Également, le rapport de la commission nationale d'enquête indépendante n'avait retenu que 63 cas de mort. Et également, ce rapport n'avait nullement mentionné le contenu des auditions des chauffeurs qui avaient transporté les corps à la morgue du CHI d'Ignasdine, malgré qu'ils aient été effectivement mis à la disposition de cette commission par lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a des réserves par rapport à cette commission-là. Tout à l'heure, les détails vous seront donnés, Monsieur le Président. Et il a ajouté que les recrutements de Kalia étaient exclusivement l'affaire du CNDD et de son président. L'armée n'a jamais été mêlée. Aussi, l'armée régulière n'avait pas été déployée au stade. Voici ce que le général Oumar Sano a dit ici, dans cette salle. Général Asma Kamara dit bafoué. Il était le commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun, CMIS, au moment des faits. Il a dit aux environs de 13h30, 2 camionnettes pleines de bérets rouges de la gare présidentielle et un véhicule de commandement arrivaient et se dirigeaient immédiatement vers l'intérieur du stade. Toumba, colonel Kebro
dont les gardes étaient armés, et Marcel se dirigeaient également à leur suite à l'intérieur du stade. L'entrée de ces militaires au stade était aussitôt suivie du retentissement des tirs à balles réelles. La situation était dans leurs mains. Beaucoup de morts et de blessés étaient visibles dans l'enceinte du stade. Des manifestants étaient effectivement enlevés au stade pour être envoyés à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS numéro 1 de Cameroun. Général Valentin Haba, 2 camions militaires avaient été envoyés au stade sous l'instruction du général Mamadou Kamara, dit Toto, alors ministre de la Sécurité, pour ramasser 54 corps qui étaient transportés pendant la soirée au camp Almami Samori Touré et mis à la disposition de l'accusé Aboudoulaye Chérif Diaby, alors ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, pour une destination que lui seul connaît. Les impacts de balles étaient visibles sur certaines victimes, dont un jeune homme qui avait un point noir sur la poitrine. Des douilles de balles avaient été retrouvées au stade. Le procès verbal dressé par la direction centrale de la police judiciaire en faisait foi. Des chaussures étaient abandonnées à la rentrée et dans l'enceinte du stade. Un pagne était accroché au garde-fou de la tribune couverte. Une femme grosse de teint noir était couchée en bas, déjà morte. Général Lansouman Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque des faits, des missions de la présidence s'étaient effectivement rendues à Kanka et à Zérékoré pour recruter les jeunes gens qui avaient été envoyés au camp de Kalia et qui, au terme de leur formation, devraient relever exclusivement de la garde du président Dadis et de son ministre de la Défense. Un désordre systématique régnait au niveau du régiment qui était commandé par le président du CNDD et son ministre de la Défense. Les déclarations du capitaine Mohamed Condé, dit Escobar, le commandant de salon du président Dadis, il a dit ceci: la présidence avait effectivement une issue de secours que le président Dadis pouvait utiliser sans qu'il n'en soit informé. 2 véhicules au moins pouvaient être garés dans l'arrière-cour. Plusieurs personnes, dont Makambo, entraient dans le bureau du président Dadis au cours de la nuit qui précédait le 28 septembre 2009. Nous allons en parler tout à l'heure. Les recrues de Kalia étaient effectivement venues au camp Alpha Diallo. Elles y avaient été envoyées par le colonel Gono Sangaré. 140 Kaba, l'un des chauffeurs de l'accusé Dadis, avait bel et bien été tué et découpé à la présidence. Tous les éléments du colonel Tchegro, excepté lui, portaient des bérets rouges. Après le limogeage des colonels Aïdor Ba et Sa Alphonse Touré, personne d'autre n'était officiellement nommé au poste de commandant du régiment. C'est le président Dadis qui en faisait office, car lorsque Toumba réunissait les hommes dans la cour, c'est Dadis qui s'adressait à eux. À son retour de sa formation, c'est-à-dire lui Escobar, lorsqu'il est revenu de la formation et de son stage à Symphonia et au Maroc, il dit qu'il remarquait parmi les 33 éléments du salon présidentiel la présence de nouvelles figures qui pouvaient rencontrer directement le président Dadis sans passer par lui. Parmi ces personnes, il y avait Elie Kourouma qui s'occupait des linges sales du président. Ces personnes ne l'obéissaient plus entièrement et c'est le président finalement qui imposait lui sa présence, lui Escobar. Il dit également que de nouveaux visages dont le nombre n'avait pu être défini se trouvaient au camp Alpha Diallo, derrière le colonel Pivi, auquel il apprenait des arts martiaux. Il veut confirmer ici, Monsieur le Président, les 500 hommes dont nous venons de parler. Le 28 septembre 2009, le président Dadis était déjà debout à 6 heures du matin et assis dans son bureau, car c'est à 7 heures qu'il partait le saluer, comme d'habitude. Le président Dadis a dit ici que le 28 septembre, il était dans son lit jusqu'aux environs de 10 heures. Et c'est à 10 heures que Makambo est venu lui dire qu'il y a des problèmes au stade. Escobar tient il dit le contraire.
Il dit que ce jour-là, le 28 septembre, à 6 h déjà, le président Dadis était tranquillement assis dans son bureau et comme d'habitude, il est allé le saluer. Il dit que Théodore était le chef protocole de la présidence et Foromo était le féticheur envoyé par le président Dadis. Le bruyant témoignage de Youssouf Touré qui est passé ici, Youssouf Touré a dit que les recrues de Kalia arrivaient dans 5 à 6 camions au camp du kilomètre 36 juste avant le 28 septembre 2009, en présence notamment du général Baldé, du colonel Thiebro, du colonel Pivi, de Marcel et également le commandant du 10 camp. Dadis appelait Begré, lui, Touré, en sa présence, au téléphone, pour lui dire de mater les manifestants au cas où ils se rendraient au stade. Des images figurant dans le téléphone de Pivi montraient ce dernier habillé en tenue traditionnelle qui disait à un militaire de bien filmer pour que le président Dadis puisse visionner après, parce qu'il est trop curieux. Pivi était arrêté à côté d'un féticheur qui découpait les cadavres dont le nombre était très élevé pour les mettre dans les fosses. C'est ce que Touré a dit ici. Au cours de la matinée du 28 septembre 2009, Makambo, général Baldé, Pivi, Mamoudou Guilavogui, colonel Théa, Bienvenu Nama, Thiebro, Blaise Goumou, Georges, lieutenant Foumi, Théodore ainsi que les recrues de Kalia prenaient le départ au camp Alpha Yaya pour le stade. Il dit également que le président Dadis, qui avait la ferme intention de se maintenir au pouvoir, s'était effectivement rendu au Marokana le 28 septembre 2009 et Pivi, en présence de Blaise, disait au téléphone que Dadis s'était rendu avec le féticheur au Marokana. Touré poursuit en disant que c'était bien le président Dadis qui donnait l'ordre pour la commission des massacres. Il dit également que l'accusé Blaise Goumou était en étroite collaboration avec le président Dadis et le rencontrait régulièrement sans audience. Il dit au service du colonel Thiebro, il existait des conteneurs où les gens étaient souvent gardés, les bérets rouges étaient toujours autour de lui. Colonel Gabi parlait de 200 corps, selon ce qu'il a entendu. Des manifestants avaient été bien enlevés et conduits au camp Alpha Yaya Diallo, notamment au service du colonel Thiebro. Avant et après les massacres, des femmes étaient enlevées et séquestrées au camp Alpha Yaya Diallo par plusieurs officiers tels que le lieutenant Foumi et Marcel. Aussi, M. Momadi Soumaoro, l'une des anciennes recrues de Kalia, est passé ici et il a dit ceci. 12 000 personnes, dont 3 000 commandos, avaient été recrutés sous le CNDD pour être envoyés en formation à Kalia. Les 24 et 25 septembre 2009, 300 à 400 de ces recrues qui formaient les compagnies Titanic et Charlie avaient été armés de fusils AK-47 et d'autres instruments létaux et transportés par lieutenant Bamba, Makambo, Gono Sangaré et Blaise Goumou au camp Alpha Yaya Diallo où elles séjournaient avant de perpétrer les massacres du 28 septembre 2009. Certains de ces recrues, dont Moriba Haba, revenaient au soir du même jour au camp Kalia, blessés, et les personnes qui étaient parties détenaient des engins roulants, de l'argent ainsi que des biens de valeur. Certains de ces recrues ne parlaient que des langues étrangères, en l'occurrence l'anglais, et ne se gênaient pas d'assouvir leurs désirs sexuels entre elles dans les toilettes. Ce qui confirme les cas de viol à ciel ouvert, Monsieur le Président. Les personnes qui ne se gênaient pas de se satisfaire sexuellement dans les toilettes au niveau de Kalia, ces personnes-là, Monsieur le Président, qui avaient besoin de femmes et qu'on envoie au stade, il y en a qui ont perdu de vue les femmes depuis longtemps. Ces personnes-là ne vont pas se gêner parce qu'elles savent pertinemment qu'après ces massacres-là, elles vont retourner au camp. Donc, il faut tout de suite se satisfaire. Aussi, Monsieur le Président, il continue en disant « Les habillements des recrues étaient constitués de maillots des clubs sportifs Chelsea, Arsenal et Dortmund.
C'est ce que m'a dit Soumaoro dit, et ça a été déjà confirmé par d'autres personnes qui étaient au stade. Au train des escaliers où Marcel était à la tête d'un groupe de tortionnaires, dont Thomas le boucher, Édouard, Jacques Mahomi, qui, armé de machettes, infligeait des tortures aux personnes séquestrées, environ 8 de ces personnes, dont Begré et Jeannot Destin, y trouvaient affreusement la mort. Sankaran Kaba était découpé à l'aide d'une machette à la présidence par Thomas. Blaise Goumou était constamment à Kalia, presque tous les 2 à 3 jours. Il se voyait régulièrement avec le directeur du centre de formation Bienvenue Lama et faisait des rassemblements au cours desquels il expliquait les comportements qui devraient être celui des recrues une fois à la présidence. Blaise Goumou portait le béret rouge. C'est bien lui, arborant une tenue militaire et un béret rouge, arme à main, qui se trouve sur la photo qui a été produite ici au débat. Les éléments des services spéciaux portant des bodys noirs et parfois des bérets rouges étaient toujours présents à Kalia. Aussi, M. Fodeba Keïra est passé ici, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion et de la Promotion Emploi Jeune au moment des faits. Il a dit ceci: 10 jours après les massacres, des chaussures, sachets plastiques étaient encore abandonnés au stade. Des impacts de balles étaient visibles sur les murs. La cabine de reportage était endommagée. Aussi, professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignasdine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignasdine 24 et donc à 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu, Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteaux baïonnettes. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignasdine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignasdine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès.
Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Anka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leurs parties intimes dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namoré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les antigangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire. Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication ». Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol, à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magnan Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP, il a dit ceci: Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que Colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de Feu Général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 forces communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de Feu Général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui l'avait dépêché au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tombées et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus.
Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, quand le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé, on ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule, les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez Elhadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte. M. Boubacar Algassimou Diallo, journaliste, il a dit ceci: je regardais par les persiennes et apercevais les gendarmes habillés en t-shirt noir et en treillis. À partir de l'université, j'entendais des coups de feu. Je voyais des jeunes gens nus, nu-pieds, affolés, qui se sauvaient. Nous nous suivions jusqu'en bordure de mer. La marée était haute. Je voyais des gens en meute, près d'une vingtaine, habillés en t-shirt bleu ciel, couleur Chelsea, armés de gourdins et de tiges pointues, qui arrivaient. J'avais eu la vie sauve grâce à un coiffeur qui me tirait, me faisait asseoir et se mettait à me coiffer malgré que je l'étais déjà. Et il disait aux assaillants que je m'y trouvais depuis longtemps et que je n'étais pas manifestant. Ces assaillants continuaient vers la plage. Monsieur Mohamed Cherif Bari, mécanicien, domicilié à Ansoumania, Monsieur le Président, honorables assesseurs, disait le 28 septembre 2009, je me trouvais dans mon garage, si équipé, en train de travailler avec mes enfants. Aux environs de 14 heures, un de mes enfants, du nom de Kerno Mamoudou Bari, âgé de 16 à 17 ans, se rendait chez moi pour chercher notre manger. Sur le chemin du retour, alors qu'il était dans sa tenue de mécanicien, portant le bol de riz sur la tête, il recevait 8 balles dans la poitrine, tirées par les militaires qui se baladaient dans le quartier. Il en mourait aussitôt. Et lorsque j'arrivais sur les lieux, je constatais cette scène macabre. Je ramassais 2 étuis de balles. Jusqu'ici, il retient encore les numéros. Il dit 101 et 108. Et les bols vides qui contenaient notre repas. En notre arrivée à Komandaya, malgré que notre véhicule était estampillé aux couleurs et signes distinctifs de la Croix-Rouge, un militaire portant des gris-gris se détachait de son groupe pour tirer carrément sur le pneu qui se crevait.
À notre arrivée à la morgue de Donka, je voyais ce que je ne souhaiterais plus revoir dans ma vie, car il y avait beaucoup de corps superposés. Le sang humain se déversait dans mes chaussures. Les militaires nous faisaient quitter. Un premier camion militaire arrivait dans lequel les militaires embarquaient des corps jusqu'au remplissage, en présence du ministre de la Santé qui détenait 2 téléphones. C'est lorsque le deuxième camion prenait position que je quittais les lieux dans un état de consternation totale pour rentrer à la maison en compagnie du blanc de la Croix-Rouge qui me consolait et me donnait des produits pharmaceutiques. Je continuais à faire des cauchemars, je n'arrivais pas à dormir. J'avais été cependant plus ou moins calmé lorsque mon voisin, dont je vais taire le nom, avait été enlevé avec sa femme pour être envoyé au camp Alpha Yaya Diallo, où ils avaient été torturés. Ils ne pouvaient ni parler, ni manger, ni se lever. Ce voisin me disait que ce qu'il avait subi avec sa femme, il ne pouvait le souhaiter à personne et qu'il allait mourir. Et effectivement, aujourd'hui, Monsieur le Président, tous les 2 sont morts. Et le monsieur et sa femme, qui avaient été transportés au camp Alpha Yaya pour être torturés, tous les 2 sont morts. Il continue le jour de la restitution des corps. Je me rendais à la mosquée Faisal dans l'espoir de retrouver le corps de mon enfant. Malheureusement, je ne l'ai jamais revu. Colonel Gabriel Tamba Gabriel Diawara, un grand officier. Un officier qui était compris sur la liste des 23 gendarmes qui avaient été affectés au service antidrogue. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a vu ce qui s'y passait, il a rebroussé chemin. Il n'a pas accepté de travailler au service antidrogue. Et il a été cité par qui? Par l'un des accusés. Colonel Ibrahima Kamara Kalonzo. Il est venu ici, Monsieur le Président. Peut-être le colonel pensait qu'il allait venir dire ici, effectivement, à la date du 6 novembre, il était encore au PM3, mais Gabriel est venu dire ici que lui, au moment où il prenait service, colonel Kalonzo n'y était plus. Et que c'est lui d'ailleurs qui s'est battu pour qu'il y ait une réconciliation entre lui et son chef. Donc il a apporté un démenti formel par rapport à la présence de Kalonzo à la date du 6 novembre. Et ce qui est d'ailleurs confirmé, Monsieur le Président, parce que ça nous a encore réconforté, parce qu'on s'est dit que capitaine Sori Kondé, qui est venu ici, au cours de sa déposition de témoins, il dit que le 28 septembre, Kalonzo était leur chef d'équipe. Quand il est arrivé ici, peut-être il a compris la gravité de ses agissements, il s'est ravisé pour dire que non, je me suis trompé, alors que les déclarations qu'il a eu à tenir devant un magistrat instructeur, Monsieur le Président, ces déclarations-là, bien sûr, nous les avons crues. Et voici ce qu'on a pu dire, Monsieur le Président, honorables assesseurs, par rapport à l'administration des preuves. Les preuves, oui, il y en a. Il y en a au dossier, Monsieur le Président, et c'est sur la base de ces preuves-là que vous allez fonder votre décision. À présent, on va aborder un sujet qui fâche, et qui pourtant, on doit en parler, c'est la requalification, Monsieur le Président. La fois dernière, on a effleuré un peu, on en a parlé, mais pas tellement. Aujourd'hui, Monsieur le Président, honorable assesseur, vous nous donnez l'occasion d'en parler de long en large. Et à la fin, vous comprendrez, Monsieur le Président, et même les plus sceptiques comprendront qu'il y a nécessité à procéder à une requalification, parce que les faits qui sont portés devant vous méritent une appellation adéquate. Monsieur le Président, ces faits méritent d'être requalifiés en crime contre l'humanité et en responsabilité du supérieur hiérarchique. À la date donc du 4 mars 2024, on a soulevé la question ici. On vous a demandé, Monsieur le Président, de procéder à la requalification des faits qui sont poursuivis
de les requalifier en crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité pénale contenues dans les dispositions des articles 194, 195 et suivants du Code pénal 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du Statut de Rome, qui d'ailleurs a été ratifié par la Guinée depuis le 14 juillet 2003. Monsieur le Président, on vous a demandé de procéder à la requalification et vous avez décidé, après les différentes répliques, vous avez décidé de joindre cette question au fond pour que, à travers une seule décision, vous puissiez justement trancher. Nos adversaires n'étaient pas contents. Ils ont exercé des recours au niveau de la Cour d'appel. Malheureusement, ils ont été déchus, comme pour dire qu'il faut qu'ils acceptent de revenir à la requalification. Monsieur le Président, quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est une véritable plongée dans l'inhumanité. C'est une véritable plongée dans la décimation de l'espèce humaine. C'est de procéder, Monsieur le Président, à la suppression massive des âmes. Monsieur le Président, les crimes contre l'humanité sont des infractions qui sont très, très, très graves. C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les instances internationales, on ne s'amuse pas avec cette infraction-là. Et vous remarquerez que pour la première fois qu'on en parle, c'était lors du procès. Il va en parler tout à l'heure. Un procès qui s'est tenu aux États-Unis. Mais la question surtout, on l'a davantage abordée au cours du procès de Nuremberg. Ils étaient au nombre de 22 accusés, Monsieur le Président, à comparaître devant le tribunal de Nuremberg. Sur les 22, un s'était suicidé. Les 12 ont été condamnés à la peine capitale. Et ces 12-là, Monsieur le Président, n'avaient jamais été sur le terrain, hein, alors que ceux qui sont assis là, presque tous étaient au stade. Les 12 qui ont écopé la peine capitale n'ont pas été sur le terrain des opérations, mais ceux-là étaient sur le terrain. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Monsieur le Président, l'article 194 du Code pénal guinéen, qui correspond à l'article 7, parce que cet article n'a fait que reprendre les dispositions du Statut de Rome. Cet article dit « constitue un crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance des causes de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, empoisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article ou tout crime de guerre ou de génocide. Disparition forcée de personnes, crimes d'apartheid, autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue, causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Des dispositions de l'article 114 relatives à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Monsieur le Président, pour qu'il y ait crime contre l'humanité,
il faut 3 éléments. Un élément matériel, un élément contextuel et un élément intentionnel, qu'on appelle également élément psychologique. Élément matériel, Monsieur le Président, ce n'est pas compliqué, c'est ce que nous venons de citer tout à l'heure, c'est-à-dire les cas de meurtre, les cas de torture, les cas de violence sexuelle. Ces cas-là, lorsque ces cas-là sont perpétrés dans un contexte généralisé ou systématique contre une population civile, Monsieur le Président, même si c'est une seule de ces infractions qui a été commise, on parle de crime contre l'humanité. Une seule infraction, parce que les différentes infractions qui sont énumérées, Monsieur le Président, ne sont pas des infractions cumulatives. Une seule de ces infractions commises dans un contexte systématique et généralisé s'appelle crime contre l'humanité. Le cadre contentieux, Monsieur le Président, on l'a déjà dit, c'est l'attaque généralisée, l'attaque systématique, dirigée contre qui? Contre une population civile. C'est ça, crime contre l'humanité. Et si on analyse ce qui est arrivé le 28 septembre, Monsieur le Président, ceux-là qui ont été au stade, ceux-là qui ont été victimes de ces faits crapuleux, odieux, abominables, Monsieur le Président, n'étaient-ils pas de la population civile? Et ceux-là qui ont pris des armes au camp Alpha Yaya, qui sont embarqués dans les véhicules, qui sont venus, Monsieur le Président, étaient-ils des civils? Non. Des militaires, des hommes armés, Monsieur le Président, qui sont venus, qui savaient pertinemment que c'est une population civile qui est au stade. Et quand ils sont arrivés, Monsieur le Président, ils ont massacré. Pour cet élément contextuel, Monsieur le Président, c'est l'élément intentionnel. Je m'adresse aux hommes de droit. Tout le monde sait, on n'a pas besoin, Monsieur le Président, de faire une philosophie ou une théorie interminable de droit. Ceux auxquels nous nous adressons, Monsieur le Président, savent de quoi nous voulons parler. L'élément psychologique, Monsieur le Président, il suffit simplement que la personne qui est en train de perpétrer ces faits-là se mette à l'idée, effectivement, je suis en train de perpétrer une population civile. Aussi, Monsieur le Président, les différentes infractions qui ont été perpétrées, donc des infractions dont chacune constitue un crime ou des crimes contre l'humanité, ces infractions donc qui ont été perpétrées au stade avant le 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre, ces infractions ne sont autres que le meurtre, le viol et autres formes de violence et agression sexuelle, esclavage sexuel, la torture et autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, également la privation grave de liberté physique et les cas de disparition forcée. Voici les infractions, Monsieur le Président, qui, isolement prises, constituent des crimes contre l'humanité qui ont été commises le 28 septembre, avant le 28 septembre, le jour du 28 septembre et après le 28 septembre, Monsieur le Président. Le meurtre,